Bounirambel Sultan, and with the government of Senegal, with various institutions under us here. So the main objective of this side event is to do a kind of in-depth analysis and policy recommendation on innovative ways of financing women and youth entrepreneurship with a focus on job creation. It will highlight, I will say, innovative resilient recovery solution and mechanism for better access for financing while promoting gender and youth inclusion. My name is Thierry Amusugu. I'm from the ECA. I will be the moderator. So we will have two panels. I will say two sub-panels, but all the panel members will be on the podium. The two panel will start with I will say setting the scene from the two directors of our Bureau of ECA, the ECA Director of Sub-Regional Office of West Africa, and Karima Bounirambel Sultan, the Director of EDEP, who will give the introductory remark. You know that the SMEs and MNC as I will say a backbone of African economy. So I'm going to appeal to all of you that we should go beyond business as usual and give something very concrete, a recommendation why we were doing our intervention. So for the online participants, those who are online, we have interpretation. Those who are also physically present here, we have interpretation. I think you can collect your interpretation unit from the technician there. You have two channels, one in French and one in English. For those online, the Zoom, when you see at the last line of the Zoom, you see something like a globe. When you click on it, you can select your channel. And the etiquette of using Zoom is that close your mic and don't put your video. And when you raise your hand, when you want to speak, and we are going to give you the floor. So that's what I can say. So how are we going to undertake this process today? We'll have a two setting the scene. We give the floor. One for the director of IDEP to do the introductory remark, and another setting the scene will come from the director of a sub-regional office of West Africa. And we're going to have two panels. The first panel will take stock of women and youth-led innovation towards financing resilient economy on the continent. Hello, and the second panel will talk about focus on innovation mechanisms that have been instrumental in helping SMEs to cope with the COVID-19 towards African resilient recovery. So without any further ado, let us start the meeting. I'm going to give the floor to Karima Bounirambel Sultan, the director of the African Institute for Economic Development and Planning. Karima, you have the floor. Merci Thierry, merci modérateur. Chers participants, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre dédiée au financement des PME avec un focus particulier sur les femmes et les jeunes. Et je suis persuadée qu'avec les présentations qui vont être faites et les débats qui vont avoir lieu, nous pourrons réellement arriver à des recommandations opérationnelles ou opérationnalisables, je dirais. Donc, nous comptons sur vous pour réellement nous orienter vers ces recommandations. Je voudrais remercier bien évidemment tous les participants dans la salle et la cinquantaine de participants qui sont avec nous en ligne et remercier tous les intervenants de cette rencontre. Avec votre permission, je vais maintenant passer à l'anglais. So, distinguished participants, just to say that after more than 24 months now of COVID pandemic, it has become vital and urgent and undeniably to establish all the conditions and tap into all the energies to ensure a healthy and durable recovery
and see our future, the future of our people from, I would say, a more optimistic perspective. The pandemic challenged us to become more self-reliant and speed up our structural transformation and industrial development through the establishment of regional value and supply chains with the active participation of the private sector, which makes enough room for the women and the youth. One of the most pressing challenges today, distinguished participants, is to determine how we can maximize women and youth participation in wealth creation. Young people are indeed the backbone of our continent, the youngest continent of the world, with 60% of its population under the age of 25. Over the years, and more recently, with an incredible capacity to innovate and adapt with agility to a fast-changing environment, these youth are making their voice better heard and have been revealed to be invaluable partners and stakeholders in the journey towards the Agenda 2063, the Africa we want, and the torch bearer of Agenda 2030. In the same token, achieving gender equality and women's empowerment is an integral part to each one of the 17 SDGs, and for me, should be definitely our joint responsibility. From April 2020 onwards, we have been witnessing the impact of a health crisis that continues to exacerbate social and economic inequalities. One of the impacts of the pandemic worldwide was and still is the loss of jobs as a result of lockdowns, social distancing measures, disruption of the supply chains. The ECA estimated that 19 million jobs would be lost due to the pandemic, increasing the levels of poverty and inequality. According to a McKinsey study, 9 to 18 million formal jobs would be lost or made redundant, whereas 30 to 35 million formal jobs would suffer a substantial decrease due to the respective decrease of working hours. These were estimates in 2020 as the pandemic started. So you can imagine the situation today. Africa labor force is largely informal and youthful. 30 million people are currently in informal employment, which represent nearly 70% of Africa's total labor force. Informality is most pervasive in sub-regions such as Sub-Saharan Africa, where it affects close to 90% of employment youth, according to the ILO. So, youth employment, or lack thereof, continues to be a key global challenge. Research and statistics reveal that over 100 million young people are working and yet remain in poverty. About 70 million are looking for jobs, and all these challenges present a threat to the economic development of nations, their peace and stability, and therefore warrant for urgent solution to be identified and enacted. So today we are here to look into how SMEs can be more supportive and more open to youth and women, and how we can finance them better. SMEs are central to economic transformation. Indeed, they collectively play a significant role in the creation and retention of wealth, while generating significant opportunities for employment and sustenance, as well as providing the support needed for private sector growth and expansion. Data reveals that a large chunk of SMEs, including the ones in agriculture, and for those of you who were with us during the expert group meeting of the ECA Conference of Ministers, have seen recurrent references to the centrality of agriculture in Africa.
So I'm saying that a large part of SMEs are owned by women. The World Bank says 58%, but are deemed 34% less profitable than the ones led by men. Why is it so? African women entrepreneurs engage globally, of course, and there are exceptions, engage more in non-capital intensive manufacturing and service sector with lower profit margins. These businesses face financial and operational difficulties in good economic times. And the COVID pandemic has only amplified the challenges that must be contended. The vast majority of SMEs have suffered, some are still, harsh economic impacts. Women-led SMEs, mostly associated with lower average profits, smaller size, fewer employees, have been especially hard hit due to their smaller size and concentration in heavily affected sectors. So access to predictable and sustainable finance was a serious challenge for many of these businesses before the global crisis. The situation has worsened since then. Therefore, it becomes more and more critical to reverse the situation and create opportunities to launch, but more importantly, sustain businesses owned by young men and women, knowing that annually 10 to 12 million of young people actually reach the labor market. The AFCFTA can be seen and seized as an ideal platform which can boost entrepreneurship and allow a faster development of Africa's private sector, even the small size of it. Because of their critical role in innovation, job creation, and economic growth, boosting SMEs' resilience, mostly led by youth and women during this period of economic and social turmoil, is important, not least because their survival and recovery is likely to be a bellwether of the upturn of the economy and the social stability. One of the major interventions for their resilient recovery is access to finance, as enabling better access to a range of financing instruments, and this becomes vital. Evolving technology breakthrough, emerging technology offer also enormous opportunities for innovative financing mechanisms combined with alternative finance instruments that can be a good solution for higher leveraged firms to invest without adding to their debt burden. So, I mean, we can discuss this forever, but I think that we need to go to recommendation, and we count on you to have those recommendations to change the situation and make it more conducive to youth and women participation. So we consider that emphasis should be put first on innovative mechanisms to increase the supply of financing to the sector that are appropriate, affordable, and accessible through SMEs and MSMEs business life cycles. Where are the quick wins? Governments also need to turn their attention once again to creating the condition for youth and women-led SMEs to tap into a broader range of financing sources and provide them capacity building opportunities to improve their bankability. In the context of Africa digital transformation effort, fintechs are to be promoted for their ability to reduce transaction costs and risk, extend services to SMEs, and even unbanked population. Greater awareness and investor readiness among SMEs and entrepreneurs to access new types of finance must be suited to their needs and ambitions, including equity, quasi-equity, supply chains. Trade finance and sustainable finance is a must. Focus should be placed on tailored credit and other financial service offering, training programs, digitization effort, and improvement in the dissemination of available support. So as I said earlier, distinguished participants and co-panelists, I mean, we expect a lot of interesting outcome.
from this meeting. I would like to thank you again for your participation. We will hear from the colleagues about very, very concrete experiences that are leading to tangible results. And I think that it is up to us to build on those results, capitalize on them, and make the necessary effort for youth and women to become full-fledged actors of Africa's recovery. Thank you, moderator. Over to you. Merci beaucoup, Madame Karima. Merci vraiment pour ce message introductif qui est, comme je vais dire, une feuille de route pour nous. Le message est clair. Nous sommes tous d'avis que les PME constituent l'épine dorsale, je vais dire, des économies africaines. Parce que du fait qu'elles produisent de l'emploi sur le continent, les PME représentent, comme elle a dit, un moteur important pour la croissance économique. Elles sont estimées à des millions sur le continent. Et source d'emploi, et en tant que source d'emploi, il est nécessaire qu'on leur prête plus d'attention, qu'on s'occupe d'elles, qu'on s'intéresse à leur élément vital qui constitue l'accès au capital. Et plusieurs fois, elle a essayé de faire une analyse par rapport aux PME gérées par les femmes. Je vais le dire d'une manière plus directe, qui malheureusement sont de petites, je ne veux pas des petites PME, mais qui sont plus victimes du fait du secteur dans lequel se retrouvent ces PME. Et il a parlé aussi de l'importance de la jeunesse qui aussi se retrouve dans ces PME, des jeunes déjà où on a près de 10 à 12 millions qui sortent par an et qui vont surtout la plupart dans le secteur informel. Donc des PME formelles et informelles, on a une situation, tout est là. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse tout possible pour que nous essayons de revitaliser ces PME en leur offrant des accès à des financements novateurs. Et en plus de ça, c'est que la technologie, l'évolution technologique aujourd'hui nous donne plusieurs panoplies d'options pour qu'il n'y ait pas de raison pour que ces PME puissent bénéficier de ces financements. Donc, elle exhorte effectivement que les débats soient des débats ouverts, des débats bien orientés vers l'innovation, pas le business as usual, comme on le dit, afin que nous puissions vraiment faire des propositions concrètes et se dire, voilà, l'épine dorsale est là, ce sont les petites et moyennes entreprises, on les appelle les micro, petites et moyennes entreprises, elles sont là, elles constituent l'épine dorsale des économies africaines. Si on peut les appuyer, surtout, elles ont été victimes de la pandémie, nous le savons tous, bien avant la pandémie, elles ont des difficultés d'accès au financement. La pandémie est venue aggraver ces difficultés d'accès. Il faut faire quelque chose, sinon le continent, on risque de marquer le pas, on risque d'être sur place. Merci beaucoup, Madame Karima, et pour cette feuille de route. Et je pense que nous allons continuer les débats sur ça. Maintenant, je vais passer la parole à la directrice du bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, et qui sera aussi un truc pour nous donner, comment l'appelle-t-on, to set again the scene, pour donner le ton pour le débat prochain, pour les panels. Donc, je vais passer la parole à Madame Ngone Diop, qui est la directrice du bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, pour nous présenter une plateforme. C'est-à-dire que on va écouter la présentation de la plateforme de liaison des entreprises de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que tout outil qui peut aider les PME et les PMU à pouvoir bénéficier, c'est-à-dire qui peut promouvoir la croissance des PME est toujours le bienvenu. C'est-à-dire que outil de partage d'informations et de savoir, outil de partage d'innovation. Madame Goné, vous avez la parole. Et Madame Goné sera ensemble avec mon collègue Makta Sek, qui est le chef de la section technologie et innovation de la division des technologies du changement climatique et des ressources naturelles qui est basée à Addis Abeba de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Goné, you have the floor. Allô? OK. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le modérateur. D'abord, je vais essayer de parler très, très fort. Vous m'excuserez à l'avance si vous entendez que peu ou prou, ma voix est un peu cassée. Je voudrais d'abord vous dire merci d'être venus très nombreux et nombreuses à cet événement éminemment important, comme l'a décrit ma collègue Karima. Mais également, il y a un parterre de participants et participantes en ligne, 50. Merci à vous tous et toutes.
Bien entendu, Karima a mis le doigt sur une certaine problématique, la problématique de la relance africaine, mais la problématique d'un acteur éminemment important pour cette relance africaine, en l'occurrence les entreprises, les PME. Elle a brossé le contexte. Je vais lui emboîter le pas en disant que vu ce contexte, vu la magnitude des besoins d'un acteur ou des acteurs éminemment importants pour la création de richesses, pour la relance économique et chemin faisant, pour une reconstruction qui soit résiliente, une reconstruction qui soit inclusive, en l'occurrence le secteur privé, mais surtout les PME, nous avons essayé autant que faire se peut en Afrique de l'Ouest de nous intégrer dans ce processus de mieux comprendre ces PME-là. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces PME sont occupés, les propriétaires, ce sont les jeunes et les femmes, elle en a parlé. Mais nous avons également essayé de faire une telle analyse de manière tout à fait holistique, en l'insérant dans un contexte marqué par l'appel à la diversification du continent, un contexte marqué par l'objectif de déindustrialisation et de transformation économique de ce continent, en utilisant comme ancrage la ZLECAf. Bien entendu, la ZLECAf est utilisée comme ancrage pour notre travail avec le secteur privé de jeunes, de femmes, parce que nous avons à la CIA joué un rôle cheville ouvrière au niveau technique dans cette ZLECAf-là, et comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on peut appeler comme une promesse, comme une stratégie, voire comme une visée tout à fait transformationnelle qu'est la ZLECAf. Et ainsi, depuis la signature, juste après la signature de cette ZLECAf, nous nous sommes en tenus à essayer d'appuyer nos pays à domestiquer cette ZLECAf par le biais de la formulation de stratégies nationales ZLECAf. Et à ce jour, 40 pays l'ont fait. En l'espèce, en Afrique de l'Ouest, 9 pays l'ont fait. Donc, on avait les ingrédients de nous dire, passons maintenant à l'action et de comprendre le modus operandi et le modus vivendi qui permettrait ces transformations structurelles, qui permettrait de travailler avec ces acteurs des PME, qui permettrait de mettre le doigt sur 60% de la population, ou même plus, en l'occurrence les jeunes et les femmes. Qui plus est, essaye autant que faire se peut d'identifier les portes d'entrée, d'identifier les opportunités inhérentes à ces ZLECAf. C'est effectivement important. Pourquoi? On parle de PME, mais la vase cachée de l'iceberg, c'est que il y a énormément de secteurs le secteur informel est important. Ce secteur informel où évoluent 80% des entreprises appartenant à des petites et moyennes entreprises, disons, mais 85% du secteur privé aussi représente l'activité de l'économie africaine. Et surtout en Afrique de l'Ouest, on peut dire même plus, parce qu'on sait que la plupart de ce qu'on appelle PME évolue dans ce secteur informel, un grenier de la création de richesses. 90% de ces travailleurs, des acteurs de ce secteur privé sont les femmes, les jeunes. Donc, ce dont j'ai parlé, notre cible principale, pour mieux comprendre le processus de création de richesses, en utilisant encore une fois la ZLECAf comme point d'ancrage, parce que c'est la stratégie par excellence. Mais nous avons également, dans notre analyse, identifié qu'il y a une certaine inégalité. Bien sûr, notre cible, ce sont les jeunes, ce sont les femmes. Mais au sein de ces cibles, il y a une certaine inégalité et qu'on sait que cette inégalité pour accéder à certains types de la création de richesses a coûté à l'Afrique 85 milliards de dollars. Selon l'évaluation du PNUD de 2016, il faut dire que c'est une évaluation estimative. Si on avait les statistiques réelles, actualisées, ça aurait été mieux. Donc, il y a effectivement une rationalité pour se dire, en nous intéressant à ces cibles, en nous réintéressant à ce secteur, en utilisant cet ancrage qui est la ZLECAf,
comprenons également ce qui se passe là-dedans et essayons autant que faire se peut de pouvoir apporter une réponse. L'apporter veut dire identifier certains éléments sur le plan légal, sur le plan technique de la ZLECAf, en l'occurrence l'article 27, paragraphe 3 du protocole sur le commerce des services, qui fait également explicitement référence au renforcement des capacités d'exportation des fournisseurs de services relevant des secteurs formels et informels, en accordant une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que l'entreprise des jeunes, des femmes, des fournisseurs de services. Ce contexte que voilà nous donne les éléments analytiques. Cette analyse du contexte nous donne les ingrédients, les matériaux pour pouvoir agir. Ces éléments du contexte nous donnent les informations de manière approfondie pour pouvoir connecter les dots et comprendre ce qui se passe réellement dans ce secteur-là et comprendre quels sont effectivement les défis de ces acteurs principaux de la création de richesse. L'on ne peut pas vraiment réussir résolument une relance économique qui soit inclusive, une relance économique qui soit résiliente, abstraction faite de cette analyse importante, de cette analyse approfondie de ceux et celles qui font ce secteur-là. Eh bien, pour y répondre, nous avions organisé en 2021, au cours d'un long processus articulé autour de 6 étapes, en l'occurrence identifier ces jeunes gens et jeunes femmes SME qui ont le propriétaires de petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest, identifier les différents secteurs d'activité. On en avait identifié 10. Ça part de ITC, donc nouvelles technologies, agro-business, ils étaient dedans, dans des différentes chaînes de valeur, du début à la fin. Pouvoir également comprendre au niveau des petits financements, où sont les hommes, où sont les femmes, comprendre au niveau également de secteurs comme juste transformer les produits agricoles en produits de beauté et en produits médicinaux, également comprendre la transformation de certains produits de bétail, par exemple le cuir en sac, etc. Et puis également tout ce qui est la médecine. Qu'est-ce qu'on va faire, le gap qui est entre le besoin de médecine de notre pays, la médecine traditionnelle, et comment faire pour que ça ait le standard voulu, le standard international. Somme toute, 10 secteurs ont été identifiés, analysés, des enquêtes faites auprès de ces différents acteurs que sont les hommes et les femmes. Pour faire quoi? Pour faire 2 choses. La première chose, c'était de mieux appréhender leurs besoins et de mieux appréhender également les différentes bottlenecks, les différentes problématiques, les différents challenges auxquels ils étaient confrontés. Également comprendre, essayer de comprendre, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe vraiment dans le secteur? Est-ce qu'ils comprennent les opportunités ô combien importantes de la ZLECAf? Est-ce que ceux et celles qui sont là, qui essayent autant faire ce peu de créer de la richesse, qui essaient autant faire ce peu de créer les valeurs chaînes, les chaînes de valeur dans tous les secteurs que j'ai identifiés, étaient au courant de ce que les autres font? Est-ce qu'ils étaient au courant que bien qu'il y ait des problèmes, il y a aussi des opportunités, n'est-ce pas? Et les amener à les comprendre et les amener à pouvoir savoir ce que fait l'autre. En somme, pouvoir dire que vous avez besoin d'input. Pourquoi vous allez jusqu'au Brésil pour l'utiliser, pour acheter les inputs, alors qu'au Burkina Faso, vous pouvez avoir les inputs pour le bétail. Vous avez besoin d'inputs pour les cosmétiques. Vous utilisez énormément de produits de notre sous-région. Mais pourquoi aller dans d'autres sous-régions alors que vous l'avez ici pour pouvoir faire votre truc? Donc, créer ce missing link qui était là, essayer de les connecter et de comprendre. Les marchés. Il y en a qui avaient des marchés, ils ne connaissaient pas ce que faisaient les autres. Et essayer maintenant de créer les B2B avec d'autres agents, on n'a rien contre, mais essayons de maximiser le potentiel qui est le nôtre. En effet, ils ne savaient pas ce que faisaient les autres. Donc, non seulement on a pu faire cette analyse approfondie de ce que faisaient les uns et les autres dans les 10 secteurs que voilà, maintenant on a pu aussi déconstruire et reconstruire les opportunités dans chaque secteur et les potentiels de chaque agent économique que j'appelle ces SMI, ces jeunes et ces femmes. Nous avons pu également leur dire, si on fait A, B, C, vous pouvez avoir X, Y, Z. Ça veut dire que si vous vous engagez avec Moussé Y, Moussé X, qui soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique
d'une façon générale. On avait même un entrepreneur du Kenya, un entrepreneur de Cameroun, et si je me trompe, et quelqu'un du Zaïre. Ça veut dire quoi? On sort maintenant de notre carcan d'Afrique de l'Ouest pour maximiser ce qu'offre de mieux la ZLECAf et créer au-delà de l'Afrique de l'Ouest ce B2B africain. Ça veut dire quoi? Comprendre quelles sont les règles qui sous-tendent la ZLECAf. Par exemple, la règle d'origine du produit, etc. Donc, les amener à appréhender les tenants et les aboutissants. Nous avons permis de les amener à appréhender les modus operandi et le modus vivendi. Le résultat, nous avons lancé au terme de cela, avec le support de Madame la ministre, honorable ministre Zeina Mohamed, ministre des Finances de Nigeria, et notre secrétaire exécutif Vera Songwe, nous avons pu identifier des coalition partners, des champions leaders dans chaque secteur et lancer ce qu'on appelle the West Africa Business Linkages Platform. On a commencé avec 744 entrepreneurs. On a commencé avec différents éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je voudrais aussi remercier notre collègue Martar qui va démontrer et montrer exactement ce que ça fait et comment on pourra l'utiliser. On a commencé pour faire répondre à cet objectif que voilà. Sans plus tarder, s'il vous plaît, vous pouvez mettre la plateforme. Martar nous dit de manière très ramassée comment ça marche. Merci beaucoup. Merci, Madame la directrice. Je pense que même si on donne toute la journée, on ne va pas finir aujourd'hui. Merci, Madame la directrice. C'était brillant, c'était clair. Nous allons passer la parole à Makta Sek, qui est le chef de la section technologie et innovation au niveau d'Addis Abeba. Et j'espère que Makta va nous faire l'économie du temps dans 5 minutes et faire une présentation résumée de la plateforme. Merci, Makta, tu as la parole. Est-ce que vous pouvez lui donner un micro baladeur, s'il vous plaît? Mon micro, je peux lui passer mon micro pour... C'est bon. Merci beaucoup, modérateur. Merci beaucoup, Ngone aussi. Je pense que, merci Karima, je pense que les deux oratrices ont mis l'accent sur l'importance des PME en Afrique. Et cette plateforme est une collaboration entre la division de la technologie, des changements climatiques et des ressources naturelles et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest. On ne va pas revenir sur l'importance des PME sur le continent, sachant que les 90% des entreprises sur le continent sont des PME et que ces PME représentent 38% du PIB continental. Et le grand challenge de ces PME, c'est l'accès au financement. Avant la COVID, on avait estimé qu'il y avait un gap de 338 milliards de dollars. C'est des chiffres de la Banque mondiale pour le financement des PME. Comment résoudre ça? Des leviers et l'utilisation des technologies numériques. Et la COVID-19 a permis de voir comment ces technologies numériques pouvaient aider les PME à accroître leur marché et à promouvoir l'innovation et aussi accès à des financements. C'est la raison pour laquelle nous avons développé cette plateforme en collaboration avec le bureau sous-régional de la CIA pour l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on a... Bon, moi, je n'arrive pas à voir. Hein. Donc, laisse-moi, je vais... Okay. Pouvez-vous activer les deux écrans qui sont en face ici, s'il vous plaît? Yes. Je pense qu'il y a un problème d'écran. Quelqu'un peut venir bouger l'écran. Non, c'est que nous, on ne pourra pas voir. Oui, c'est bon maintenant. Ah. Oui, ça marche une fois sur deux. J'espère que ça va être stable. L'entreprise de la sous-région. D'abord, communiquer sur leur
sur la plateforme de l'utilisation de l'ensemble des produits disponibles sur la plateforme pour ces entreprises qui font partie de la plateforme. Et avec cette utilisation, ces entreprises pourront converser entre elles et aussi pour le renforcement des capacités. Parce que le problème de c'est aussi le cadre innovatif de la technologie évolutive qu'il faudra mettre en place un cadre pour permettre de promouvoir l'innovation et de renforcer les capacités. Un autre point important au niveau de la place est l'explication. Donc, il faut s'associer, par exemple, une entreprise du PME du Sénégal, pour s'associer avec une PME du Nigeria, ou bien de notre pays Tchad, pour répondre à des marchés, ça leur permet d'accéder à un marché beaucoup plus étendu. Deuxième, autre chose aussi qui est important, c'est le chatbox qui a été innovateur au niveau de cette plateforme PME. Pour leur permettre de discuter la possibilité de travailler ensemble et les ressources pour préparer une offre adéquate pour répondre à certains besoins. Cette plateforme aussi offre l'opportunité à plusieurs membres d'accéder. Vous pouvez être une PME, vous avez des accès avec certains droits. Si vous êtes expert, vous pouvez avoir avec certains droits. Si vous êtes aussi un acheteur, vous pouvez avoir accès à cette plateforme. Donc, les droits sont différents. Chacun participant à des activités spécifiques et des innovations. Et aussi, on peut faire directement des commandes à travers cette plateforme. Si vous avez identifié un produit, vous pouvez faire directement une commande au niveau de la plateforme et mettre l'adresse de livraison. La seule chose qu'on n'a pas intégrée, c'est le mode de paiement et je voudrais voir qu'on n'a pas intégré. Le mode de paiement, vous pouvez faire un paiement par banque transfert. Il n'y a pas de paiement électronique. Et l'autre activité que les entreprises pourront faire, par exemple, un regroupement au niveau de l'entreprise. Je voulais parler pour répondre à des besoins. Ou bien ça leur permet aussi de négocier avec d'autres fournisseurs extérieurs si on regroupe les différentes demandes. Donc, c'est une plateforme assez complète qui est un B2B qui permet aux entreprises d'abord d'accéder à plus de marchés grâce à l'utilisation des technologies, de renforcer leur capacité au niveau technique grâce aussi à la plateforme éducative, le chat qui existe, aussi de mieux collaborer, de renforcer la collaboration entre eux. Et ça veut dire qu'on aura une augmentation du commerce intra-africain. Cette plateforme a été conçue sur la grande plateforme de la ZLECAf qu'on va lancer la semaine prochaine. On a une grande plateforme continentale sur le commerce qui va être lancée la semaine prochaine, qui est basée sur les règles d'origine, qui est une photocopie du commerce intra-africain. Et c'est une innovation que nous allons lancer la semaine prochaine. Et aussi, on a l'expérience du rôle de la technologie au niveau des PME, PMI, parce qu'on a lancé pendant la COVID, la plateforme supply médical de la chaîne sur les médicaments, sur les équipements médicaux. Et ils ont permis, comme Gone l'a dit, de voir qu'il y a beaucoup de produits africains qui sont méconnus par nos entreprises et nos gouvernements. Au début de la COVID, il y avait une pénurie de masques partout dans le monde, en Afrique, et de ventilateurs. Or, il se trouve en Afrique qu'il y avait même des compagnies qui fabriquaient des masques et des ventilateurs. Et cette plateforme a permis aux pays africains de commander directement des masques made in Africa qui sont de très bonne qualité.
Et même il y a d'autres pays qui sont venus de l'extérieur du continent, qui sont venus commander sur cette plateforme auprès des entreprises africaines, même sur les ventilateurs. Et cette plateforme aussi a permis de propager les vaccins au niveau du continent africain. C'est une des raisons pour laquelle la COVID, au début, il y avait des estimations calamiteuses pour dire que ça va toucher l'Afrique, mais la COVID a épargné l'Afrique grâce, entre autres, bon, cette plateforme médicale a été aussi un des facteurs qui ont permis de résister à cette COVID. Maintenant, cette plateforme que nous allons lancer avec, qui est déjà développée, terminée, qui va être lancée officiellement par le bureau, va permettre aux entreprises de mieux commercer entre eux et aussi de promouvoir le développement des PME et PMI au niveau de la sous-région ouest grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et ça va permettre aussi de participer à la croissance africaine avec l'utilisation des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets qui sont la base technique de cette plateforme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, collègue Makta Seck. Merci, Madame la directrice. Voilà, le message est clair. Nous voulons aider les PME, mais il ne faut pas sauter, commencer par les aider. Il faut aller rechercher que sont ces PME. Il faut avoir une approche analytique de fond pour savoir que sont ces PME, qu'est-ce qu'ils sont. Elle nous indique qu'ils sont, la plupart sont dans le secteur informel, mais qu'est-ce que nous avons comme outil pour pouvoir propulser, créer la richesse, les transformer, la ZLECAf. La ZLECAf est un outil pour le continent africain et qui offre plusieurs opportunités dans ce cadre-là. Ainsi, l'approche analytique s'est poursuivie. 6 étapes de recherche approfondie où on a identifié 10 secteurs clés, ce que je vais appeler les avantages comparatifs des secteurs transformateurs, des secteurs qu'on peut utiliser pour propulser, transformer les PME. Et ainsi, nous avons créé une plateforme où se retrouvent tous les PME, une plateforme d'échange d'informations et du savoir, plateforme d'innovation, plateforme de e-commerce et plateforme qui peut aller vers ce qu'on appelle Idea Factories. Ce qui se passe au niveau des PME, il faut qu'ils évoluent de l'étape informelle au formel jusqu'à aller à des entreprises qui deviennent des entreprises viables et qui peuvent pousser la croissance du continent. Donc, cette plateforme, il faut la voir comme vraiment... l'approche, c'est vraiment une approche progressive, analytique. La plateforme va créer des opportunités. Et c'est une plateforme qui permettra également aux philanthropes, à ceux qui veulent investir dans les PME, de venir voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vois cette plateforme comme une plateforme aussi d'innovation pour propulser l'innovation au niveau des PME. Donc, vous voyez, l'approche, il faut qu'on ait une approche analytique par étape, à découvrir exactement où se trouve le besoin de ces PME et commencer par investir. Donc, c'est un processus qui vient de démarrer et nous remercions le Bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest pour ce processus et nous invitons tous ceux qui sont vraiment disposés à pouvoir collaborer avec ce processus. Donc, je vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin du premier segment qui est un segment introductif. Et nous allons passer tout de suite, sans plus tarder, au premier panel, parce que le segment introductif, c'est pour vraiment parler du contexte et énoncer la situation, faire une analyse de la situation, et jeter des idées et vous dire maintenant qu'est-ce que vous faites. Essayons de voir exactement ce que nous faisons. Essayons d'éviter tout ce que nous avons fait jusqu'à présent qui n'a pas fonctionné. Essayons d'éviter de revenir à cela ou essayons de voir pourquoi ce que nous avons fait et les recommandations que nous avons faites jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Et vraiment, on est en train de parler ici de l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les canaux de financement innovants dont on peut parler? Parce que, en quelque sorte, comme on l'a dit, le nœud gordien des PME ici, c'est l'accès au capital. Et pour qu'ils accèdent au capital, il faut les former également. Donc, sans plus tarder, le second panel va parler des innovations par les femmes et les jeunes en vue de financer les économies résilientes sur le continent. Et nous aurons dans ce panel Madame Oulimata Sarr,
qui est la directrice générale du bureau régional de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest. Madame Sa, excusez-moi, Madame Oulimata Sa, j'espère que vous êtes en ligne. Oui, je suis connectée et je vous entends. Merci beaucoup, madame, et bonne arrivée. Nous aurons aussi le docteur Amadou Bao qui est avec nous ici, qui est le directeur des études de la planification stratégique et du suivi et évaluation DER. Nous aurons également sur ce panel madame Thérèse Faye Diouf. Elle était dans le trafic. Je ne sais pas si elle nous a rejoint. Oh, bonne arrivée, madame Diouf. Toutes mes excuses. Donc, nous aurons également madame Diouf pour ce panel. Donc, sans plus tarder, madame Oulimata Sa, dans un scénario de reprise de COVID-19, et pour l'avenir, quelles actions concrètes, je répète, quelles sont les actions concrètes et qui sont mises en place pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes? On sait que l'ONU Femmes mène beaucoup d'actions dans ce cadre. Et comme on vient de le dire, nous voulons promouvoir l'autonomisation. Nous voulons faire autrement ce qui se fait afin de propulser l'économie d'échelle, afin d'avoir vraiment des entreprises qui meuvent de la situation PME vers des entreprises viables. Comment ces expériences que vous avez peuvent devenir un modèle pour d'autres parties prenantes sur le continent? Donc, je vous laisse la parole. Thank you so much for giving me the opportunity. I am going to speak in English to give the opportunity to the English speakers to rest their ears. We've been speaking French since the beginning, and you are 100% right. I would like to suggest some call for action, because I think all the people who spoke before me were able to set the stage. And for us as women and youth of this continent, we are trying to address 3 R's, as we call them: our rights, our representation, and resources. And I think the conversation today is about resources. And I have 3 suggestions, because we are having this meeting really anchored during the meeting of the finance ministers. And we have some suggestions on how on the continent can we enable business environment, emphasize on women and youth entrepreneurship. And there are some initiatives that are working. One is called Women and Youth Affirmative Procurement. If you recall, the first country on the continent that gives a percentage of the public expenditure to women and youth and people with handicap is Kenya. Kenya gives 30% of public procurement to SMEs, because the state is trying to create a vibrant ecosystem around its purchasing and gives them a quota. So one of the first call for action is that we would like to see more African countries decide to earmark some of the public procurement for women and youth SMEs. South Africa has a point system, Togo has a percentage, Senegal is working for around this percentage. We would like to see most African countries on this continent, I cover West and Central Africa, so I'm going to speak about Africa, dedicate and make a deliberate effort to give access to public procurement to young people and women. And private sector also to join. We would like a private sector to have some initiatives, some gender seal, some youth marker to say we are empowering women and youth through our supply chains, through our businesses, because they play a key role. So that would be my first call for action. Can we have youth and women public procurement, special measures? Any country can take a different percentage, but I think it will enable supplier diversity, because I am basing this conversation on a body of research that shows that 99% of public procurement around the world is still going to men-owned businesses. So we need to change that gap. The second idea I would like to share, and UN Women is working on it, is gender responsive budgeting. We have some center of excellence in Africa. Rwanda is one, Morocco is one, Uganda, South Africa.
we would like all the governments, all the member states to be able to tell us, in this budget that we are putting before you, this many dollars is going to women and youth issues. And I think it's extremely important to have gender responsive budgeting. So that would be my second call for action. And I hope our ministers of finance who are leading the planning and the budgeting of their countries will take that into account. The last suggestion I would like to make is on climate resilient agriculture. And I think today, I just attended the COP15, that's why I am not physically with you in Diamniadio, but all the speeches mentioned that women are at the heart of the food security. And today, when we're talking about resilience to crisis, to COVID-19, we know that we need to unlock the potential of women in the agriculture sector. And one of the signature programs that UN Women has is on climate resilient agriculture. So how do we accelerate? 5 things we need to accelerate. We need policy. I think everybody that spoke before me mentioned that governments have a role to play in terms of national strategies, national development plans, really political will to unlock the potential of women and youth and to harness what they can bring to the economies. The second thing that everybody talked about is skills. Everybody talked about education, training, capacity building. We know that that's also a very important pillar. The third thing that would be discussed after me is access to finance, because everybody knows that financing is at the center of what we're trying to do. I'm happy to see that the DER is there, la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide, FONGIP is there. All these financial instruments that governments around the world are putting forward to accompany this vibrant ecosystem of entrepreneurship in our countries. The fourth pillar is access to market. And I think the platform that was shown today, the Continental Free Trade Agreement, all of those tools are actually enablers of access to market. And how do we move that business to business, that B2B? And I think everybody agrees that access to market is critical. Lastly is access to information. We know it's there, but we are not sure that everybody has the information. So if we want to be successful, everybody needs to know what is the Continental Free Trade Agreement, how can I be an actor, how can I contribute, where are the platforms? So access to information is the last pillar. And what are the enablers? The enablers are technology. Everybody talked about it. COVID showed us that today technology will help us leapfrog, will let us go to scale, will help us spread solutions. Everybody talked about energy. If we don't have energy, we cannot make it. If we don't have water, we cannot make it. If we don't have roads, we cannot make it. And lastly, for us as women, we think that data is an enabler. You cannot have public policy if you don't know your numbers. You don't know how many women you've got, and you don't know for sure how many youth you have. So I'm delighted to know that Senegal is doing a census. So in 2023, for instance, Senegal will know how many Senegalese we are. And us as UN Women, we're working very closely with the National Statistical Bureau to make sure that we know how many women and girls we are. Because if you know, you are able to plan for health, you are able to plan for education, you are able to plan for economic empowerment. And that's my call for action. Thank you. Very, 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 very much. We really has a straightforward call for action. It is very clear because women and youth affirmative procurement, that's the number one now, because all government should really see how many, the percentage of procurement, public procurement they can devote to SMEs, MSMEs, and SME led by women and youth. That number one, access to public by young people, and also private sector try to create an enabling environment and create a kind of public-private partnership that will allow also the private sector to give this opportunity of working with this under this framework. Now the gender responsive budgeting is very clear. Governments will say how the amount allocated earmark for to ensure
for gender equity or related to gender intervention. Number 3, she talked about the climate resilient agriculture and how to unlock the potential for women in this sector and give them the opportunity and having adopt, I will say, the legal and regulatory framework policy that can enable them to unlock their potential in this sector, opportunity to grow. And she also highlighted the number of pillars which are very critical to support all this: education, training, capacity building, access to finance, access to market, the B2B, and this platform is an opportunity to create this opportunity, access to information, and all this should be enabled by our emerging technology. My colleague Magda talked about is, we know we have a technology today, there's no reason that we should fail and say we cannot achieve ABCD. You can achieve whatever you want to do if there's I don't want to say political will, if you plan well, if you harness well the technology, if you adapt it to the environment to respond to the need, what you need. Energy is critical. Without energy is the blood of, I will say, the transformation we are talking about, and data. How can you take science-informed decision without data? You know, we do have some data. If data are not relevant, all the decisions we are going to take will be a failure. Thank you very much, Madam Alimata. It's a great, very great, is another element you gave to us, and we are going to continue our discussion. Now I'm moving to, je vais continuer avec le directeur des études, avec le Dr. Amadou Bao, directeur des études de la planification stratégique et du suivi évaluation d'RFJ. Monsieur le directeur, accélérer le rythme de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et comment l'investissement direct dans les entreprises dirigées par des jeunes et des femmes peut-il contribuer aux programmes nationaux d'emploi des jeunes? Essayez de partager avec nous les expériences que vous avez au niveau de la DR. Vous avez la parole, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Le son est technician. I think the sound is not well. We are having a challenge with the sound. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Il faut utiliser votre micro qui est à côté de vous là. Si. Merci beaucoup. Donc, je disais que j'allais démarrer par là où vous avez terminé en parlant de l'importance des données qui permettent vraiment d'aider à la décision et parler un peu du contexte de la création de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. C'était dans un contexte où au Sénégal, on venait de finir le dernier recensement général des entreprises qui énonçait que plus de 97% de nos unités économiques étaient informelles. C'est également dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique nationale de développement économique avec le plan d'action prioritaire où il subsistait également tout ce qui est difficulté d'accès au financement, toutes les problématiques d'inclusion financière. Donc pour l'ADER, il s'agissait, lors de sa mise en place, de répondre à ces besoins, à ces problématiques d'inclusion financière, l'accès aux comptes, la formalisation. Donc c'est pour ça même dans la dénomination de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, il fallait prendre, au-delà des aspects de financement, toute la problématique de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Donc, c'est l'une des premières innovations de l'État du Sénégal, mettre en place une structure dédiée aux femmes et aux jeunes, avec un budget conséquent de plus de 30 milliards par an. Et puis même d'autres bailleurs sont venus appuyer l'État du Sénégal, comme la BAD et l'AFD. Parce que quand on a fait évaluer un peu la demande était énorme du point de vue des femmes et des jeunes. Donc, il y avait ce besoin d'accompagnement au-delà des aspects de financement, au-delà des aspects de formation, au-delà des aspects de formalisation. Donc, pour nous, pour accompagner l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, il fallait mettre en place
ce qu'on appelle un package d'inclusion sociale. Donc, où l'USU, c'est le financement, mais tout un dispositif en suivant le parcours de l'entrepreneur derrière, tout ce qui est appui à l'immatriculation, formalisation, la formation qu'on fait avec les autres acteurs de l'écosystème, voir comment co-construire des produits adaptés à ces populations. Parce que là également, je peux le qualifier d'une innovation de taille, c'est pas proposer des produits à partir de nos bureaux, mais proposer des produits adaptés aux besoins des populations. Je peux donner l'exemple du nanocrédit où ce sont les femmes qui sont venues vers nous, qui nous disaient on est soumis, par exemple, dans le cadre du marché central aux poissons, c'est un exemple concret, on est soumis à des usuriers. Nous n'avons pas des besoins énormes, mais on a besoin de financer nos activités génératrices de revenus. Donc, ces femmes se sont organisées en groupement, en fédération, et ce produit a été construit avec eux. Et dans le cadre même de ce produit, il y a une commission qui est versée au niveau de ces groupements de femmes et il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc, c'est un exemple de co-construction d'un produit qui n'est pas imposé par une institution financière. Autre exemple également d'innovation, c'est tout ce qu'on fait dans les filières agricoles et artisanales. Parce que ça également, c'était une problématique que nos bénéficiaires nous ont soumis avec la pandémie de la COVID. On avait beaucoup de retours, nous avons fait des enquêtes qui ont permis de noter un certain nombre de difficultés, des problèmes de liquidité, des problèmes d'accès au marché. Donc, il fallait proposer des produits également adaptés à ces besoins de nos partenaires. Parce que là également, et l'innovation, c'est vraiment quand on accompagne ces bénéficiaires, c'est d'être à l'écoute. Ce n'est pas seulement les financer, les former, mais c'est de les accompagner. Quand il y a des difficultés, être capable de dire quel est le dénominateur commun entre les difficultés de nos entrepreneurs qui sont dans le numérique, dans l'élevage, dans l'agriculture, pour essayer de proposer des réformes qui soient adaptées. Nous avons même accompagné des bénéficiaires qui ont changé de secteur d'activité, qui étaient dans la cosmétique avec la pandémie, qui se sont retournés vers des produits qui visent un peu tout ce qui est souveraineté alimentaire. Là également le point, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le cadre de nos appuis financiers et non financiers, tout ça doit être articulé à la mise en œuvre de notre politique nationale de développement économique. Parce qu'avec la pandémie, il y a eu le plan d'action ajusté et accéléré. Il fallait, nous également, en tant qu'institution de l'État, que nos financements soient alignés aux objectifs de l'État du Sénégal. Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'écosystème, nous sommes avec le FONGIP, nous sommes avec d'autres structures d'encadrement comme le fonds de financement de la formation. Donc, comment aujourd'hui, en tant qu'État, travailler en synergie avec les autres administrations parce que la demande, elle est énorme. Et l'accompagnement doit se faire avec les autres administrations pour être efficace. Donc, en gros, voilà ce que je voulais partager sur tout ce que nous faisons avec les différentes filières, mais que ce soit aligné avec les objectifs de notre plan de développement, que ce soit aligné aux demandes des populations cibles. Il ne suffit pas seulement de faire des produits, il faut que ces produits soient adaptés. Je vais donner même un autre exemple de ce qu'on a fait dans le cadre du nanocrédit. Quand on a intégré la digitalisation de la plateforme, quand on a intégré les autres opérateurs de téléphone, d'émetteurs de monnaie électronique, à un moment, il y avait des difficultés de remboursement. Donc, quand on a fait une enquête, on s'est dit il fallait toujours des modules d'éducation financière pour accompagner ces bénéficiaires. Donc, il y a toujours ce travail d'évaluation périodique de nos interventions pour proposer des solutions adaptées aux besoins de nos cibles. Merci beaucoup, modérateur. Merci, directeur général. Déclamation pour le directeur parce que c'est vraiment concret, c'est du pratique. Il y a une structure qui s'occupe de dédiée aux femmes et aux jeunes qui a été mise en place, dotée d'un budget conséquent. Et ce n'est pas une structure qui est investie pour investir. Ils ont tout un mécanisme de suivi et évaluation et tout un mécanisme de package d'inclusion sociale qu'ils préparent. Également, ici, nous avons cette approche analytique où vraiment il faut comprendre avec quelles PME vous travaillez et de quoi ont-ils besoin ces PME, les accompagner, les conseiller, les former, les informer, ce qui a amené certains même à quitter le secteur là où ils étaient pour aller vers un autre secteur,
Vraiment, je pense que c'est effectivement des approches, c'est l'innovation dont nous parlons. Je vous remercie, monsieur le directeur. Maintenant, nous allons passer maintenant à FONGIP, à Madame Thérèse Faye Diouf, directeur général du Fonds fiduciaire des investissements prioritaires. Madame, nous avons cette question, c'est-à-dire que le financement des investissements prioritaires en période de reprise implique des choix stratégiques. Et quels sont les secteurs prioritaires à considérer en ce qui concerne l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes? En ce qui vous concerne au niveau du Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Et au niveau du continent, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, monsieur. Je voudrais rappeler que ce n'est pas le fonds fiduciaire, mais c'est le fonds de garantie des investissements prioritaires au Sénégal. Merci, merci pour la correction. Merci de nous avoir conviés à cette rencontre. Je salue tous les participants et toutes les participantes. Donc, je voudrais dire que la COVID a permis à tous les États de tirer les enseignements extrêmement importants et de faire des choix stratégiques. Et c'est en ce sens au Sénégal que le gouvernement a pris quand même ou a eu à réajuster le PAP 2 du PSE pour faire le PAP 2A. Et aujourd'hui, à travers la COVID, il y a eu quand même des secteurs de souveraineté qui ont été identifiés comme la souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique, et aussi il y a eu des secteurs prioritaires également comme l'agriculture, l'agrobusiness, la pisciculture, l'agro-industrie, la pêche, le tourisme, mais surtout aussi le secteur du transport aérien, parce que nous savons que c'est des secteurs qui ont eu à être impactés par la COVID-19. Et pour relancer l'économie, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a identifié ces secteurs. Et la première chose que le gouvernement a mis en place, c'est un programme de résilience économique. Au niveau du Fonds de garantie des investissements prioritaires, nous avons accompagné le secteur privé. C'était une phase critique pour le secteur privé. Et à travers l'intervention du FONGIP, nous avons permis à ce secteur privé de préserver et de créer au moins plus de 23 000 emplois. Comment nous l'avons fait? À travers la garantie que nous avons accordée à des PME, à des PMI pour faciliter leur accès au financement au niveau des banques. Il y a aussi une autre partie que l'on appelle le refinancement, parce que si on parle du secteur bancaire, c'est pour les PME, les TPE, etc. Mais aussi, il y a une autre partie, un peu du secteur informel, qui sont directement en contact avec les SFD, c'est-à-dire les mutuelles qui sont un peu partout. Et cette stratégie nous permet, encore une fois, de respecter, en tout cas, la territorialisation du financement. Et en résumé, pour la résilience, quand même, nous avons eu plus de 23 000 emplois qui ont été préservés. Et aujourd'hui, dans la relance de l'économie, comme vous l'avez dit, c'est une préoccupation générale de tous les États africains et même au niveau mondial. Et ce que nous pouvons dire, et d'abord, il y a eu un accord cadre que le gouvernement du Sénégal a signé entre le Fonds de garantie des investissements prioritaires, l'Association des professionnels de banque et le ministère de l'économie qui est notre ministère de tutelle. Et pourquoi cet accord cadre? C'est pour financer l'économie, en tout cas du secteur privé, en facilitant l'accès à la garantie, au financement par la garantie. Et ceci nous a permis de lever des fonds. Le gouvernement a levé des fonds pour faciliter le financement des jeunes, pour faciliter le financement des femmes. D'abord avec la Banque mondiale, un montant de 25 milliards, une ligne de garantie pour aider les PME quand même à se relancer. Et dans ces 25 milliards, nous nous sommes dit toujours, il faut également aider les petits mutuelles et les mutuelles des réseaux à se développer. Et cette enveloppe a été divisée par deux. 50% est dédié aux banques, 50% aux SFD. Et je pense que cette stratégie nous a permis aussi d'identifier dans l'élaboration de ces projets-là, de dire que de cette enveloppe de 25%, il faut qu'au moins 30% des ressources soient allouées à des entreprises, en tout cas dirigées par des femmes. Et je pense que c'est
une réponse à la préoccupation qui a été posée tout à l'heure par notre sœur, Madame Oulimata Sarr de ONU Femmes, en disant quels sont, en tout cas, les budgets alloués au niveau des États, les budgets alloués au secteur, en tout cas, ou bien aux cibles que sont les femmes. En dehors maintenant de ce que la DRFJ est en train de faire, comme l'a expliqué tout à l'heure notre cher ami Bao. Donc, après ceci, nous pouvons dire quels sont les avantages aujourd'hui de ces lignes de garantie pour le secteur privé. C'est extrêmement important. Ça permet d'abord de partager le risque avec le secteur bancaire. Et je pense que ça, c'est un atout quand même que le gouvernement a mis en place pour faciliter, en tout cas, certaines opérations. Ça permet aussi de créer et de renforcer une relation de confiance et d'affaires entre les institutions financières et les entreprises. C'est extrêmement important. Mais aussi, ça nous permet d'inciter la baisse du coût du crédit. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans les comités de garantie, on se dit, comme c'est du cash call que nous déposons au niveau des banques, donc on ne peut pas financer ou on ne peut pas apporter notre garantie avec une banque qui accorde un crédit à un taux qui dépasse 9%, qui dépasse 10%. Là, c'est automatiquement rejeté. Donc, ça nous permet de réduire les coûts des crédits. Et pour le reste, maintenant, on peut donner quelques exemples que nous avons réalisés de façon concrète, par exemple des lignes de garantie portefeuille avec le Crédit Mutuel du Sénégal que vous devez connaître. Dans un premier temps, 500 millions pour lever 1 milliard et récemment encore, nous avons fait un avenant pour lever un autre 500 millions pour, en tout cas, un autre milliard. Et c'est pour toucher les jeunes qui sont qui ont des besoins de financement minimes, c'est-à-dire des besoins de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions, et c'est des financements quand même rapides à travers cette ligne de garantie portefeuille. Donc, nous pouvons parler également de l'intervention que nous sommes en train de faire avec la BAD, la Banque africaine de développement, qui aussi a mis une ligne de 20 milliards pour la garantie, pour accompagner cette relance qui a été mise en place par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, si nous pouvons résumer en tout cas notre intervention pour revenir sur les chiffres concrets que nous avons réalisés de 2014, parce que le FONGIP a été mis en place en 2013 par l'État du Sénégal. Après, bien sûr, on diagnostique sur le gap de financement et il a été très bien précisé que ce gap de financement, il y a eu 50% en tout cas de ces raisons-là qui étaient liées au problème de la garantie. Donc, le FONGIP, c'était le maillon qui manquait de l'écosystème. Et par rapport à ces résultats, nous pouvons dire que plus de 41 milliards de crédits ont été accordés et 20 milliards 58 de garanties. Et pour le secteur de la microfinance, 16 milliards 82. Et tout ça nous a permis de 2014 à maintenant de créer 58 345 emplois. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vraiment j'ai satisfait à votre question, mais c'était ce que je voudrais développer. Et par rapport au thème, retenir que les interventions majeures que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la relance, 30% de nos ressources aujourd'hui, au minimum, c'est des objectifs que nous nous sommes fixés avec les bailleurs, sont destinés aux entreprises portées par des femmes. Et avec la BAD, nous sommes dit au moins 1 milliard pour les primo-entrepreneurs, c'est-à-dire les jeunes qui viennent de démarrer. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diouf. Vraiment très intéressant. C'est encore du concret. On est à du concret, ce qui nous a amené à plus de 50 millions d'emplois. Et nous souhaiterons vraiment que ça aille à 100 000 ou 1 million. Et on va y arriver. C'est du concret que nous avons parce que c'est clair, hein. Et pour la relance, pour cette résilience dont nous parlons, l'État va faire un point. Et là, ça a été clair, on a défini des secteurs de souveraineté, des secteurs prioritaires, le secteur du transport. Et pour la relance de l'économie, on a mis en place des mécanismes et pour accompagner le secteur privé et s'assurer qu'au moins il y a 23 000 emplois qui soient sauvés. Et on est allé jusqu'à parler, j'ai aimé bien cette territorialisation du financement qui a pris en compte le secteur informel pour que le secteur informel aussi puisse vraiment recevoir quelque chose. Les fonds de garantie pour appuyer le secteur privé, les PME aussi, ça constitue des innovations
parce que c'est pas facile au secteur privé, à un PME d'aller vers une institution de garantie pour demander des protections. On lui demandera, il y a beaucoup de trucs qu'on va lui demander qu'il n'aura pas. Donc ça, c'est vraiment une belle initiative. Et en tout cas, je pense que c'est du concret. Et je vous remercie. C'est une expérience qu'il faut partager avec les autres pays. Ce qui a pu mobiliser 20 milliards, 41 milliards de crédits, 20 milliards de garanties. Et ça, vraiment, c'est une expérience qu'il faudra partager avec nous. Je vous remercie, madame, parce que c'est du concret. Et nous allons prendre ça en compte et essayer de prendre ça pour l'une des recommandations majeures. C'est une expérience qu'il faut partager. Et je vois qu'avec la division et la direction des études et de la planification, suivi, évaluation, la DER et FONGIP, il doit avoir une relation parce qu'au niveau de la DER, il y a eu des actions qui sont menées et je pense que c'est la mise en œuvre de certaines de ces actions qui se retrouvent au niveau de FONGIP. Donc, on utilise une structure pour mettre en œuvre le plan stratégique qui a été adopté. Maintenant, nous allons continuer avec le second panel. La plupart des intervenants sont virtuels. Vous pouvez rester sur place et pour qu'on puisse gérer le temps. On va continuer avec le second panel, le reste du panel. Le second panel, nous allons parler des financements innovants pour les PME. Et pour ce panel, on aura 3 à 4 intervenants. Je vais dire 3 intervenants. Le premier intervenant sera, il y aura le directeur général de Smart Capital, M. Alaya Betaeb. Monsieur Betaeb, j'espère que vous êtes en ligne. Oui, bonjour tout le monde. Oui, je suis en ligne. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et j'ai mon collègue chargé de recherche au bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Madame Gracolette Gourem, vous êtes en ligne? C'est Monsieur Gracolette Gourem. C'est monsieur, toutes mes excuses. Je suis désolé. Et j'ai aussi monsieur Monsef Takitani, membre du Conseil économique, social et environnemental. Il était le premier qui nous avait appelé pour nous informer qu'il est en ligne. Monsieur Monsef, monsieur Kitani, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons aussi monsieur Marwin Amanmou, le président de PMI. Président de PMI, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour. Merci beaucoup. Nous allons sans plus tarder, nous allons commencer avec monsieur Betaeb et monsieur Amanou Marwin parce qu'ils vont parler ensemble. Monsieur Betaeb, le redressement financier et durabilité, quel mécanisme de financement pourrait permettre aux jeunes entreprises de gérer les risques afin de stimuler la durabilité de l'entreprise? Et tout à l'heure, on a vu Fongiv qui a parlé de MNI et qui font vraiment du suivi évaluation rapproché et des conseils rapprochés. Donc, dites-nous, quels sont les mécanismes, quels mécanismes de financement pourraient permettre aux jeunes entreprises de gérer les risques afin de stimuler la durabilité? Vous avez la parole, monsieur Betaeb. Merci infiniment. Tout d'abord, merci pour l'invitation et merci aussi d'avoir donné un peu la possibilité de parler en fait d'un mécanisme. Et c'est en fait de répondre à votre question en introduisant en fait un programme qui s'est aligné exactement avec pour cette question-là. C'est le programme Startup Tunisie. En fait, Startup Tunisie, il a émané d'une volonté et d'un besoin. Excusez-moi, monsieur Betaeb. Monsieur Betaeb, vous avez 3 minutes. Je suis désolé parce qu'on va vers la fin, donc on est en train de gérer le temps, quoi. Donc, vous avez la parole. Si vous pouvez résumer et aller à l'essentiel, on va y arriver. Effectivement. Donc, en fait, je vais parler particulièrement, en fait, pas essentiellement de la PME, mais de la start-up, en fait, parce que c'est là où il y a le plus de risques, c'est là où il y a beaucoup de réflexions pour faire face un peu à ces risques-là et penser un peu à la pérennité un peu des startups. En fait, en Tunisie, en fait, comme je l'ai dit, avec une demande qui est émanée de jeunes, on avait pensé en fait à un projet qui est extrêmement ambitieux, qui est Startup Tunisie, qui donne un peu l'occasion et la chance et les moyens un peu aux jeunes de lancer leur propre startup technologique. Donc, il y a vraiment la demande émanée de la technologie, donc où il y a 3 piliers qui ont été mis en place. Tout d'abord, une loi qui donne des avantages
pour un peu faciliter un peu cette prise de risque et aussi aider les jeunes à vraiment à s'aventurer un peu technologiquement. Deuxièmement, beaucoup de mécanismes donc, qui ont été mis en place pour appuyer l'écosystème. Il n'y a aucun pays qui a réussi un peu son programme de start-up s'il n'a pas vraiment donné un accompagnement des moyens pour les incubateurs, accélérateurs, les startups studios, et tout ça aussi pour minimiser les risques et accompagner un peu les startups dans une phase assez critique, c'est la phase vraiment d'amorçage et de lancement de leur projet. En fait, le résultat de ces deux mécanismes-là, en fait, le Startup Act qui labellise un peu les startups et l'écosystème qui accompagne avant que effectivement ces startups puissent lever les fonds avec des fonds institutionnels, a donné aujourd'hui qu'il y a 700 startups labellisées. Il y a 20% des startups sont dans la deep tech, dans tout ce qui est fintech, comment dirais-je, blockchain, etc. Et dans cette pourcentage-là, il y a 9% de femmes. Il y a pratiquement le tiers qui est femmes-hommes, hommes et femmes. Donc, il y a une composante qui est extrêmement intéressante là-dessus. Alors, là où le bas blesse, et c'est là où il y a en fait un besoin, et là où les choses n'avancent pas beaucoup, surtout sur notre continent à nous, en Afrique, c'est effectivement l'accès au financement. L'accès au financement, et puis je reviendrai aussi à l'accès au marché, mais l'accès au financement, c'est un élément qui est extrêmement important. En Tunisie, on a créé pour que ces jeunes, ces 700 startups aujourd'hui, après 2 années et demie pratiquement de lancement de ce programme-là, qui vont se présenter au financement, on a créé un fonds de fonds. Au lieu de créer un fonds où on va s'adresser à 700 startups, on s'est dit on va créer un mécanisme, une dynamique, de façon à créer plusieurs fonds. Et comme ça, on va répondre un peu aux intervalles un peu de financement. Ça veut dire on va commencer par l'amorçage, puis la croissance et l'expansion. Donc, et ça, on stimule un peu les Tunisiens en Tunisie, la diaspora, pour venir effectivement en aide avec leur expérience, avec le réseau, avec le savoir-faire, de façon à créer un certain nombre de VC funds dans la partie amorçage, de façon à répondre à ce besoin. C'est là où les startups qui sont labellisées vont avoir besoin. Il devrait y avoir beaucoup. Puis la partie early stage ou bien croissance. Et enfin, bien sûr, à la partie expansion et croissance. Et pourquoi je dis difficile? Parce que c'est vrai que c'est facile de dire qu'on va lever les fonds. Mais lever les fonds pour les gérer pour le compte de tiers, des bailleurs de fonds. Alors, les bailleurs de fonds, ils vont demander votre expertise, votre track record, avoir aussi peut-être des mécanismes de garantie en parallèle, avoir un peu un savoir-faire, avoir un savoir très important sur le potentiel que vous avez un peu sur votre marché. Aujourd'hui, en Tunisie, quand on dit il y a 700 et plus startups qui sont labellisées, qu'est-ce que ça veut dire labellisées? Ça veut dire qu'ils sont innovants et surtout qu'ils sont scalable. Et c'est ce que cherchent un peu les investisseurs. Donc, vous voyez un peu, on a mis en place tout un écosystème de façon à ce que les fonds d'investissement puissent effectivement travailler. Alors, comme je l'ai dit, là où le bas blesse, c'est l'expérience, c'est le track record, c'est là où il devrait effectivement être travaillé beaucoup en Afrique pour sécuriser les bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent donner leur argent et effectivement continuer un peu le process. En Tunisie, je suis très content de dire que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que le Startup Act, il fonctionne, les startups sont labellisées, l'écosystème fonctionne, on donne des dons pour les startups pour créer leurs prototypes, pour se préparer à l'investissement, etc. Et puis, en fin de compte, ils vont trouver devant eux une multitude de fonds selon le stage de développement. Je rebondis et j'en finis. Donc, en fait, je finis pour dire que oui, ces mécanismes sont très intéressants, mais je m'aligne avec l'idée de Mme Oulimata Sarr, que j'applaudis. C'est effectivement, on a besoin de marché, on a besoin de Business Act, parce que ces startups devraient effectivement, une fois que la solution elle est là, ils devraient effectivement avoir accès au marché. Donc ça, c'est un point très important. Avoir accès à l'information. Aujourd'hui, la finance, elle n'est plus une question d'argent, mais c'est une question de données. Vous avez les données, vous pouvez faire un peu le projet, le faire plus rapidement que les autres parce que vous avez l'information. Donc ça aussi, ce sont des éléments extrêmement importants
Et j'en finis, je reste à votre disposition, que 3 minutes, c'est court, mais je reste à votre disposition effectivement pour expliquer, pour en fait donner plus d'informations sur cela. Merci. Merci infiniment, Monsieur Betaeb. C'est du concret également que fait Smart Capital. On ne laisse pas les PME seuls à voler de leur propre zèle. On les accompagne, on les forme, on essaie de servir d'intermédiaire pour leur permettre d'accéder à des financements. On procède à leur on leur donne du labellisation. Et puis, on crée un écosystème qui s'assure de la naissance jusqu'à la croissance et la consolidation, on est vraiment des entreprises qui prospèrent. Je vous remercie. Je vais tout de suite donner la parole à M. Marwin Amamou, et qui est un peu lié aussi à Smart Capital. J'espère bien qu'il y a un lien. Donc, je vous donne tout de suite la parole afin que vous puissiez intervenir et pour que nous passions à autre chose. Merci infiniment pour cette brillante présentation de M. Betaeb et pour les 500 jeunes pousses qui ont été créés au niveau grâce à cette initiative d'accompagnement et de autres là. Monsieur Marwin, vous avez la parole. Thank you, moderator. Allow me to intervene in English. So I'm Marwin, founder and CEO of PayMe, a solution that facilitates digital payments and financial services for businesses in Africa. And thanks for the insights, Mr. Betaeb. PayMe is one of the labeled startups. And we are inspired to accelerate countries' transition to formal and cashless economy. As we all know, statistics show that lack of funds is one of the biggest obstacles that hinders projects to start. And here I would share 2 practical ideas to encourage youth innovate. The first one, we know in each country there is value-added taxes. For example, in Tunisia, the standard rate is 19%. So government may put 1% aside to finance projects. This will have positive economic impact, commercial transactions growth, and new value-added taxes from which other 1% are generated to finance new projects. The second idea is to offer a grant to project founders. This can come in 2 options. If the project only needs the focus of the founder, then each one may receive a monthly grant as a salary for 18 months, which gives the time to the project to grow. The second option, if the project needs a certain capital to start, then the equivalent of 12 months may be given in 2 shots, each one equivalent to 6 months. The first one is when the project starts, and the second one 3 months later. Those were the 2 practical ideas from an entrepreneur perspective. Over to you, moderator. Thank you very much, Mr. Marwin. It is clear that is another way to promote, I will say, to facilitate access to innovating financial mechanism. Following is the same. I think it is the same line with Smart Capital. We just start with the SMEs or the MSME, and we try to accompany him to help him to grow. During the 18th month, we offer different kind of financial mechanism to ensure that it reaches sustainability. Thank you very much. We are going to move to the next one so that we harness opportunity for the remaining time for people to ask questions. Now, Monsieur Gracolet, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez partager avec nous et l'expérience au niveau de la Commission économique pour l'Afrique du Nord. Et notre bureau sous-régional de l'Afrique du Nord a mené une recherche approfondie sur les entreprises familiales. Comment évaluer l'effet d'entraînement de ces entreprises familiales sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, en 5 minutes, essayez de nous résumer d'une manière concrète quels sont les messages clés de cette recherche. Donc, vous avez la parole, Monsieur Gracolet. OK, merci beaucoup. Bonjour, chers directeurs, chers panélistes, chers participants. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Donc, pour répondre à la question,
il est vraiment très, très important de prendre en compte la structure de propriété familiale des PME dans la question de l'accès au financement. Dans tous les cas, les PME familiales sont très importantes pour l'emploi des jeunes et des femmes. Et dans l'étude que nous avons menée, qui est conduite avec Mme Susanna Bixiova-Chudrowski, directrice du bureau régional, nous avons vu que de manière générale, dans cette région, seulement 7% des crédits accordés par les banques sont destinés aux PME. Et la plupart de ce financement-là est dirigé vers les plus grandes entreprises. Et parmi ces PME-là, nous voyons que 80% d'entre elles sont détenues par des familles. Et donc, cette forte contrainte financière nous emmène à nous poser la question de savoir si est-ce que ces PME-là n'ont pas un faible accès aux services financiers parce qu'elles sont familiales. Il faut aussi noter que ces PME familiales-là ont un effet positif sur l'accès des femmes au travail et des jeunes, et elles jouent un rôle vraiment très, très important dans l'offre de travail au niveau de l'Afrique du Nord. Donc, les résultats de notre étude confirment en partie le fait que la structure familiale a un effet négatif sur l'accès aux services financiers. En effet, nous voyons qu'en comparaison aux PME non familiales, les PME familiales appliquent moins au crédit. Et même lorsqu'elles le font, elles obtiennent moins de crédit que les autres. Et nous nous sommes demandé quelles étaient les raisons de ce faible accès au financement. Et nous avons constaté que lorsque les PME, quelles que soient les structures de propriété, les PME de notre analyse, lorsqu'elles ont une stratégie de business, une stratégie de gestion d'entreprise avec des indicateurs vraiment bien définis, il n'y a pas de différence dans l'accès aux services financiers, qu'elles soient familiales ou non familiales. Cependant, pour les entreprises qui n'ont pas de telle stratégie formelle, on voit que les entreprises familiales ont moins accès au financement que les autres. Et nous voyons que cet accès est encore plus faible pour celles où les familles occupent la majorité des postes de décision. Et cela peut s'expliquer par le fait que ces PME familiales sont connues pour avoir un style de gestion d'entreprise moins formel que celle des autres. Et en outre, le problème souvent qui se présente au sein de ces PME familiales-là, c'est qu'il y a un certain mix, un certain mélange entre les finances personnelles du propriétaire et celles de l'entreprise. Et le propriétaire peut décider d'utiliser les fonds de l'entreprise pour des besoins personnels, et cela peut entraîner des incohérences dans les rapports financiers de la PME, ce qui fait que celle-ci, elle n'applique pas au crédit parce qu'elle sait qu'elle ne remplit pas les critères, et même lorsqu'elle applique, elle n'est pas en mesure de répondre aux exigences d'information demandées par la banque, ce qui entraîne généralement un rejet du crédit. Par ailleurs, il faut aussi noter que ces PME ont aussi une préférence pour l'autofinancement. Et généralement, c'est dû au fait qu'elles préfèrent éviter l'entrée de partenaires qui ne partagent pas la vision de la famille, ou éviter qu'en cas de défaillance, les biens de la famille puissent être saisis. C'est vrai qu'il faut noter qu'en raison du manque d'informations que les banques ont sur les PME, elles demandent beaucoup plus de garanties à ces PME familiales. Et généralement, ces garanties-là proviennent du patrimoine personnel des propriétaires. Donc, vu l'importance des PME en Afrique du Nord, parce que les PME jouent un rôle déterminant, les PME familiales surtout dans l'accès des femmes à des positions de manager, l'accès de l'emploi des jeunes, vu qu'elles présentent la majorité, elles sont déterminantes pour l'offre d'emploi, il est nécessaire qu'elles reçoivent un meilleur financement. Et donc, pour ça, il faut promouvoir la mise en place, la mise en œuvre de stratégies de gestion d'entreprise beaucoup plus formelles au sein de ces entreprises-là, avec des indicateurs vraiment bien définis. Et cela permettra d'améliorer la transparence financière de ces entreprises, de les encourager à appliquer aux prêts, mais aussi d'augmenter leurs chances d'obtenir des prêts, vu que cela va réduire l'opacité qu'elles ont vis-à-vis des banques. Deuxièmement, aussi, il sera aussi nécessaire d'améliorer l'accompagnement dans le processus de demande et même d'utilisation du crédit, mais aussi d'offrir des services financiers adaptés à ces entreprises, notamment des services financiers qui protègent dans une certaine mesure les biens personnels de ces entreprises. Et tout cela permettra de rassurer les propriétaires de ces entreprises familiales et d'améliorer à la fois leur demande et leur accès au crédit en Afrique du Nord. Merci. Merci infiniment, M. Gracollet. C'est vraiment du concret, hein, et c'est des applaudissements pour M. Gracollet
pour parce que c'est un autre visage qui vient de nous présenter. On veut, on ne veut pas, il y aura des entreprises familiales, des petites et moyennes entreprises familiales. Le problème, c'est que certaines entreprises avec un plan d'affaires solide fonctionnent. D'autres, on mélange le panier de la ménagère avec l'argent qu'on a pris à la banque et c'est la catastrophe. Donc, il faut accompagner ces entreprises. Il faut les former. Il faut mettre en place des structures de formation. Il faut les identifier parce que ce sont des entreprises qui peuvent contribuer à la croissance économique des pays. Il ne faut pas les laisser. Si vous les laissez, vous les abandonnez et il y aura toujours la catastrophe quelque part. Donc, je vous remercie. Je pense que nous sommes à la fin de ce second panel et pour pouvoir permettre aux participants de poser des questions, nous allons ouvrir les débats. Donc, il semble qu'il reste quelqu'un qu'on n'a pas appelé. Ketani, toutes mes excuses. J'ai oublié M. Ketani. Monsieur Ketani, vous êtes en ligne. Hein? Et toutes mes excuses, je suis en train de vous oublier, mais est-ce que vous êtes en ligne, M. Monsef? Je suis en ligne. Merci pour votre... Donc, on va aller à vous. J'ai toutes mes excuses pour l'oubli. Maintenant, lorsque nous parlons de leadership des jeunes, comment pourrions-nous mieux former nos jeunes à l'entrepreneuriat innovant en tenant compte des secteurs prioritaires et le développement soutenable pour le redressement financier? Comment former nos jeunes à l'entrepreneuriat innovant? Donc, vous avez la parole. Monsieur Ketani Monsef, il est membre du Conseil économique et social et de l'environnement. Et donc, vous avez la parole, monsieur Ketani. Très bien. Donc, je vous remercie au nom de monsieur Hachami, président du Conseil économique du Maroc. J'interviens sur ce sujet et je vais essayer d'être bref et précis parce que en tant que chef d'entreprise d'abord, mais en même temps en tant que président d'une fondation pour les jeunes et l'entrepreneuriat, je me suis intéressé à ces sujets. Je suis rapporteur des différents thèmes du Conseil économique et social. Vous pouvez d'ailleurs, au niveau de notre site web, retrouver l'ensemble des recommandations qui sont très intéressantes, que ce soit sur l'employabilité et l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en particulier, mais aussi par rapport à l'économie sociale et solidaire, par rapport à la sous-traitance et l'accès au marché, et par rapport au financement et la problématique de l'accompagnement. Maintenant, en France, vous le savez très bien, on commence même à parler d'accompagnonnage, c'est-à-dire on prend vraiment un jeune chef d'entreprise par les mains et on l'accompagne. Et là, j'aimerais vous parler notamment au niveau écosystème. Au Maroc, Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, a donné des orientations dans plusieurs discours pour qu'il y ait un nouveau modèle de développement. Et Covid-19 et cette crise sanitaire est venue confirmer que la problématique de l'informel, plusieurs intervenants qui m'ont précédé en ont parlé, et la problématique du secteur privé et notamment de la création d'entreprises par les jeunes et les femmes est une affaire prioritaire. Cependant, on ne peut pas créer des entreprises sans mettre en place un écosystème favorable pour les accompagner et surtout pour éviter qu'elles trébuchent et qu'elles tombent. Et donc éviter la casse le plus possible. Donc, dans certains pays, la casse par rapport à aux unités aux très petites entreprises, elle est de l'ordre de 50%. Donc, tout le challenge, c'est de diminuer cette casse. Et là est venu après Covid donc un ensemble de programmes qui ont été adaptés pour éviter justement que ces TPE, ces PME ne disparaissent, avec la loi de finances qui a permis d'encadrer à travers 4 programmes qui s'appellent Ta'hil, Mouakaba, qui sont des programmes de financement, notamment dédiés aux jeunes, mais j'aimerais parler d'un programme assez particulier, assez intéressant, et à mon avis, donc, devrait s'inspirer celui de l'Initiative nationale de développement humain, qui permet aujourd'hui l'accompagnement des jeunes entre 18 et 35 ans, aussi bien les entreprises existantes qui ont quelques difficultés d'accès au financement et qui peuvent être accompagnés
pendant une phase de formation dans des guichets que nous avons mis en place à travers tout le territoire national marocain. Et l'élément phare de ce programme, c'est qu'aujourd'hui, l'État et les ministères sous-traitent la prestation d'accompagnement de ces petites entreprises, de ces jeunes, avec le tissu associatif. Et donc, des moyens assez conséquents et financiers avec le partenariat de la Banque mondiale ont permis aujourd'hui de financer des associations qui sont en train de devenir des organisations qui reçoivent, accompagnent, forment et orientent les jeunes, et notamment les jeunes entreprises. Vous savez que l'élément temps pour une jeune entreprise est fondamental. Et un jeune, s'il doit passer des journées à chercher l'information, ce n'est pas viable. Donc, ces plateformes que nous avons mises en place permettent aujourd'hui d'accompagner plusieurs centaines, voire des milliers d'entreprises jeunes à travers tout le territoire marocain, sans oublier que les banques et les entreprises privées ont commencé aussi à s'inspirer de ces expériences et à mettre en place des programmes de financement ou d'accompagnement des jeunes entreprises. Aujourd'hui, on parle du programme Força pour accompagner 50 000 jeunes entreprises avec des crédits à taux zéro, notamment pour les femmes et les jeunes. On parle de ces problèmes de Pelaka qui peut aller jusqu'à 1 200 000 dirhams pour permettre à une entreprise en activité ou à créer, de se développer et de faire les investissements nécessaires. Et nous avons un système que je trouve aujourd'hui assez performant. On a mis 20 ans à le mettre en place, qui est un fonds de garantie à travers la Caisse centrale de garantie, qui s'est transformé récemment en société anonyme sous l'appellation Tamwilcom, c'est-à-dire votre financement, et qui regroupe l'ensemble des outils d'accompagnement pour ces jeunes entreprises qui ont besoin de garanties. Une jeune entreprise qui démarre peut avoir accès au crédit, mais moyennant effectivement des garanties. Alors, les fonds de garantie aujourd'hui jouent leur rôle et c'est assez intéressant. Par rapport aux différentes recommandations que je pourrais apporter, je dirais que nous manquons, et j'ai fait un benchmark pour les différentes conditions que nous avons eues au CES, et j'ai remarqué que dans nos différents pays en Afrique en général, nous manquons souvent d'espace d'accueil et de vie de ces jeunes entreprises. Je parle là des pépinières d'entreprise, je parle là des espaces coworking, je parle des relations entre les grandes entreprises et les petites en matière de parrainage, en matière d'essaimage, mais surtout en matière de sous-traitance, parce que ces jeunes ont besoin d'avoir accès au marché, sans oublier toutes les entreprises qu'on peut créer au niveau artistique et culturel et sportif. Et il est fondamental que l'ensemble de ces petites entreprises se retrouvent dans des espaces physiques, mais aussi dans les plateformes digitales comme ça a été présenté tout à l'heure. Et c'est très intéressant. Et je dirais même qu'on devrait réfléchir à tout ce qui est opportunité d'affaires sud-sud, parce que souvent, comme vous le savez, notamment en Afrique du Nord, souvent on regarde vers le nord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité en business, en affaires, entre notamment les jeunes. Et donc, il faut créer une animation économique locale et régionale de façon à ce que ces jeunes puissent se rencontrer entre eux physiquement et créer de la valeur ajoutée, mais aussi à travers l'ensemble des opportunités que donnent aujourd'hui les plateformes digitales et l'ensemble des écosystèmes digitaux. Ne devons pas non plus oublier le rôle des institutions telles que les chambres de commerce et d'industrie qui doivent s'impliquer dans cette opération, mais aussi toutes les ONG nationales et internationales, parce qu'aujourd'hui, le challenge de l'entrepreneuriat en Afrique, il est arrivé à point nommé, notamment après cette crise et les problèmes que nous avons tous connus dans certains secteurs, où même malgré les outils financiers, nous avons besoin encore de programmes d'accompagnement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment. Des applaudissements pour M. Keitani. Le message est clair, hein. Je pense que nous allons dans le même sens. Il faut mettre en place des structures d'accompagnement des PME. On ne peut pas les laisser seuls, des structures d'accompagnement avec des programmes solides d'accompagnement derrière, des intermédiaires, des prestataires de services
pour former, informer, offrir des opportunités d'accès au financement à ces PME et essayer, parce que à travers ces structures d'accompagnement, les banques sont sécurisées, ils ont confiance, et puis tous les autres acteurs aussi peuvent participer et encourager aussi les banques aussi à mettre en place des programmes d'accompagnement et utiliser les intermédiaires, les prestataires de services pour le faire. Mais tout ceci, il faut que l'État intervienne parce qu'il y a une loi des finances. Monsieur Keita nous a parlé des lois des finances, des lois pour favoriser, permettre effectivement pour que tout ceci devienne possible. Donc, la chose est possible, c'est clair. Et il nous a parlé des pépinières d'entreprise, il faut les encourager. Les jeunes pousses, il faut les encourager. Il faut s'assurer qu'ils démarrent, vous les accompagnez, ils ont les conseils et vous leur permettrez d'avoir des opportunités au financement, ils grandissent, ainsi de suite, et ils deviennent de jeunes pousses, ils peuvent devenir des entreprises. Et dans ce cadre, il propose la coopération sud-sud. Il faut que nous essayons de promouvoir les plateformes d'échange d'informations et de savoir, des plateformes d'échange de bonnes pratiques, comme la plateforme qui a été créée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Non seulement des plateformes virtuelles, il faut aller au-delà des plateformes virtuelles et avoir vraiment des forums d'échange d'informations, Donc, je vous remercie, M. Bétani, c'est clair. Donc, maintenant, nous allons passer à des questions-réponses pour les participants. Nous allons avoir une ou deux questions dans la salle et ensuite, nous allons donner l'opportunité à ceux qui sont en ligne. Et ceux qui sont en ligne, je profite encore pour vous remercier pour votre vraiment participation et pour que ceux qui sont en ligne également participent à ces choses-là. Donc, question-réponse, s'il vous plaît, à partir de cette colonne. On est en train de gérer le temps à la limite, mais ce sont les questions qui sont donc, Good day, my name is Matthew Sandi. I'm from Sierra Leone. I'm really impressed about the progress other countries have made in financing SMEs, and I would like to ask how the challenges of COVID has been addressed in terms of loan recoveries, because definitely the COVID reduced the potential of SMEs, those that received financing before COVID, to repay. So what were the coping mechanisms that were used? And was there like some room that was given to them to extend the repayment period, or what were the accompanying measures that that you gave to those SMEs? So I'm really interested in that. Thank you. Thank you very much, because COVID has impacted all the PME, the SMEs, MSMEs, and now they don't. There's no job, there's no work. How were they able to pay the loan, return the loan? Let's get another question. Une autre question, s'il vous plaît, Madame. Merci, Monsieur Thierry, et je remercie les panélistes par rapport aux échanges d'expériences et informations donc du bureau sous-régional. Donc, j'avais une première préoccupation. Donc, je salue les initiatives du bureau sous-régional pour l'accompagnement des États membres dans l'élaboration des stratégies nationales ZLECAf. Dans l'élaboration des stratégies nationales ZLECAf, mais je voudrais savoir quelles sont les orientations au niveau régional, parce que les pays sont en train de faire des stratégies nationales. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre 3 ans encore pour qu'ils reviennent sur ces stratégies, parce qu'il faut des orientations régionales pour qu'on puisse tirer des avantages comparatifs par rapport aux spécificités des pays. Au lieu que, parce qu'actuellement, on sait qu'on fait la même chose, c'est pourquoi on ne peut pas échanger beaucoup. Les échanges sont très faibles par rapport aux objectifs fixés, moins de 15% contre 40% d'objectifs. Maintenant, si on ne les oriente pas dans les stratégies nationales, dès maintenant, pour que le Sénégal puisse concentrer sur son poisson ou son arachide, la Côte d'Ivoire se concentre sur la filière café-cacao et d'autres sur le coton. Est-ce qu'on va attendre? Quelles sont les orientations qui sont prises par, l'Afrique de l'Ouest pour le moment, en attendant les serres entre elles avant de terminer ces stratégies? Merci beaucoup. La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux statistiques. C'est important. On est en train de rassembler les jeunes, les femmes. Ils sont où? Elles sont où? Qu'est-ce qu'ils font et dans quel secteur d'activité?
parce qu'on ne sait pas combien les femmes contribuent pour le PIB et dans quel secteur on veut les accompagner. Il faut qu'on sache elles sont où, qu'est-ce qu'elles font et combien elles participent au PIB. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a des questions là-bas, s'il vous plaît? Nous allons passer la parole aux collègues qui sont en ligne, aux participants en ligne. Il n'y a pas de questions pour les participants en ligne, donc nous revenons dans la salle selon ce que les collègues ont dit. Madame, vous avez la parole. C'est la dominance de cette colonne. Il y a 3 questions. Et c'est la dernière question. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Okay. I think I will speak in English to change from French. Thank you very much to all the panelists and to those online who have been intervening on this important subject. I come from the joint program on UNAIDS, and I'm the director of the liaison office to the African Union and to the ECA. And my concern today in participating in this panel is to ask concretely, how are we addressing the learning crisis of young girls, adolescent girls, and young women? We have a gender gap, not only in investing in small enterprise, but also in investment in education and health. How are we addressing this gap, knowing that when we invest 500 billion per year on adolescent girls and women, we are making huge gain in Africa economy's recovery? So that is the question I wanted to ask to the panel. Thank you very much. I think, but my colleague, they told me there's no question online. What we are going to do, the online, there's a chat in the chat, there's a question online in the chat. I'm going to ask the colleague to bring the question in chat. So we move to the next because they want to cut off this meeting. Let's respond to the various questions. The first question is about the loan recovery with the challenge of the COVID. What was the strategy put on place to recover the loan of these SMEs? Now, par rapport à la deuxième question, c'est la question par rapport à la ZLECAf. Nous devons avoir des stratégies harmonisées au niveau régional qui peuvent être domestiquées au niveau national. Ouais, ça, c'est une question très pertinente. Et est-ce que nous avons des approches harmonisées régionales avant de faire le national? Parce que l'économie d'échelle peut nous permettre de bénéficier de ce truc régional et au niveau national, on peut être focalisé. Maintenant, les statistiques, pertinence, les données sont pertinentes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, en ce qui concerne le genre et autres, là, je donne la parole aux intervenants. Une seconde, pas une seconde, 5 secondes. Juste par rapport à loan recovery, parce que on est à la fin de ce panel et il n'y a pas de flexibilité par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, en fait, je commence par dire que par rapport au recouvrement, tous nos entrepreneurs n'étaient pas logés à la même enseigne. Parce que je veux dire, dépendamment des secteurs, que ce soit dans le numérique, l'agriculture, l'élevage, les moyens de mitigation par rapport à la crise étaient différents. Mais l'une des premières mesures, c'était la suspension des remboursements pendant 1 année. Et cette disposition était alignée même à la politique monétaire au niveau de l'Union avec la Banque centrale. Donc, nous avions demandé au niveau de la de suspendre. Merci beaucoup. Je passe la parole. Allez-y. Désolé. Non, vas-y, il faut terminer. Et puis, je disais que même il y a eu des fonds, des financements Covid qui ont été consentis à nos bénéficiaires pour injecter de la liquidité. Mais dépendamment du secteur, parce que nous avons fait une enquête pour voir les spécificités par secteur et apporter une réponse dédiée à chaque secteur. Mais il y avait déjà le différé pour les remboursements, mais également des lignes de financement supplémentaires suivant les différents secteurs. Notre financement également, c'est suivant l'équité territoriale. Plus de 77% de nos bénéficiaires, c'est des femmes. Donc, bon, je vais laisser la parole. Merci. Non, je vais passer la parole à la directrice, excusez-moi, la directrice du bureau sous-régional sur la ZLECAf. Ah bon, allez-y. Là, merci beaucoup. Il y a plusieurs modérateurs ici maintenant. Très rapidement, je vais parler de la résilience, les fonds de la résilience que le Fonds de garantie a géré cette année. Ça a permis de lever presque 18 milliards et le taux d'intérêt, c'était sur 3%, la durée de remboursement 3 ans
et un différé d'une année. C'était le mécanisme qu'on a mis en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce panel. Je vous remercie. Et une fois encore, je vous demande des applaudissements pour les membres du panel. Nous sommes désolés que le temps ne nous a pas suffi. Nous disons merci pour les participants qui sont en ligne. Nous les remercions pour les participants qui sont en ligne. Et je vais repasser la parole à la directrice du bureau sous-régional de l'Afrique du Nord pour son mot de clôture. So thank you very much to our esteemed panelists for their participation, and many thanks to participants for their very valuable insights. I mean, as we know, for Africa and including North Africa, our sub-region, employment is a key challenge, employment and youth and employment of women, and micro and small and medium enterprises account for more than 90% of employment. So it's really very important they are covered well. As was said at the beginning by my colleague Karima, even though that women account for majority, 58% of small and medium enterprises, their enterprises are smaller, they are less profitable, they are less capital intensive, and all that has to do with finance. So then the key issue is how can we have women accessing more finance? And the colleague from UN Women has emphasized right representation and resources and saying we need to focus on resources. But I would say rights are equally important. So when it comes to rights to assets and rights to holding land, it is a key obstacle in access to finance. So we cannot really look only at resources. We have to look at rights, and the rights of women will be increased by increased participation or representation. Now, when it comes to youth, I would also say, yes, let's look at the successes and innovation, but let's also learn from failures. So we know, for example, from Kenya that the Youth Employment Fund some decade ago or so had challenges. And in Eswatini, where I worked and lived for 2 years, it simply failed. So let us look what went wrong at those instances and how can we go forward. And I agree with what was said. We need to look at the specific features of particular groups like youth and tap into it, because without really involving youth in productive activities, we will not be tapping into the Africa's demographic dividends. So with that, I would say we had some very interesting suggestions, but we need to move to implementation. Once again, many thanks to everyone, and we look forward to seeing you in the future. Let's have a photo group at least. Yes, photo group. Merci beaucoup, Madame Diouf.